Donc bonjour à tous. Donc on va être ensemble pendant un peu moins de 40 minutes pour parler de développement et d'optimisation de l'efficience dans le développement. Donc qu'est-ce qu'on va voir pendant ces 40 minutes? Donc on va parler d'efficience, on va voir ce que c'est. On va apprendre à coder sans les mains, mais attention, pas avec les pieds quand même. On verra comment déployer plus vite que son ombre, et puis après on se penchera sur des mises en perspective pour ce qui se passera après ce symposium, pour vous et pour moi aussi d'ailleurs. Donc, comme a dit Wake, donc je suis Sébastien Lemarchand, je suis consultant technique indépendant. Ça fait presque 10 ans que je fais du live-frame maintenant, dont 6 ans au sein d'une boîte qui était partenaire Gold à l'époque. Voilà. Ah, et les choses changent. Bon. Donc, à propos d'efficience. Alors, l'efficience, qu'est-ce que c'est? C'est l'optimisation du rapport entre les ressources qu'on va mettre en œuvre, engager, et les résultats qu'on va obtenir. En gros, c'est le fait de ne pas trop faire de gâchis. Par exemple, si vous laissez votre fenêtre grande ouverte alors que vous mettez le chauffage à fond, c'est pas très efficient. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, la déperdition d'énergie, chez le développeur, on va la retrouver à quel niveau? D'une manière plus générale. Moi, j'identifie 2 grands axes. C'est souvent tout ce qui est production mécanique de code un peu trivial, de code de tuyauterie qu'on écrit mécaniquement. Souvent, c'est à base de copier-coller, etc. Et du code sans intérêt, mais souvent qui est quand même pas exempt d'erreur. Hein. Donc, ça a aussi un impact en termes de coût. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a l'aspect temps d'attente pendant les phases de compilation, de déploiement. C'est vraiment les 2 grandes pertes, on va dire, d'efficience dans les phases de développement. En tout cas, c'est 2 gros axes que moi j'identifie. Et surtout, le coût, en fait, de ces problématiques est souvent un peu sous-estimé. Parce que typiquement, quand on fait trop de code trivial, pas très intéressant, le développeur, il va se démotiver. Et donc, il va perdre en efficacité. Donc, au-delà même du temps passé sur ce code trivial, il va perdre de sa valeur de développeur quelque part. Et de la même manière, s'il y a des temps de compilation de déploiement qui sont trop longs, et en fait, l'expérience de développement va pas être fluide, et le développeur il va être cassé dans sa dynamique, et donc ce switching de contexte, etc., ça va encore plus, en fait, lui faire perdre de temps, et du coup, coûter plus cher. Au-delà même des temps de déploiement en eux-mêmes, en fait. Donc, comme le personnage de la bande dessinée qui a commencé sa compilation et qui est parti faire autre chose et qui se rappelait plus ce qu'il faisait au départ. Donc, pour ça, on va s'attaquer au premier problème. Donc, ce problème de code trivial à produire et qui prend du temps. On va voir comment on peut s'y soustraire. Donc, comme vous l'avez sans doute compris d'après le slide précédent, l'idée, c'est d'automatiser la production de ce code trivial. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, on va tenter de faire de la génération de code. Donc, ce qui va nous permettre évidemment de nous affranchir en fait de l'écriture du code, ce qui est déjà un gain de temps, mais le fait que le code soit généré, ça va nous garantir qu'il y ait moins d'erreurs dedans aussi. Donc, du coup, s'il n'y a pas d'erreur à corriger, c'est encore du temps gagné. Et puis, ça va nous permettre aussi d'avoir potentiellement du code plus homogène, parce que effectivement, sur ce code trivial, si c'est fait manuellement, on peut aussi avoir des hétérogénéités qui rendent la maintenance moins pratique. Donc, à titre un peu anecdotique, on peut déjà considérer que les outils comme Blade et les archétypes Maven, ça propose un premier niveau de génération. Parce qu'effectivement, ça va vous générer la structure du projet, les fichiers de conf de base, souvent quelques classes de base qu'on retrouve dans la plupart des projets. Donc déjà, là, on commence déjà à faire de la génération de code. Ça, c'est rien de nouveau. A priori, vous l'utilisez tous. Alors, chacun a ses préférences. Il y a les templates de Blade. Donc, Blade, l'outil ligne de commande qui est arrivé avec Live Reset, qui nous permet de builder des projets et du coup aussi d'initialiser des projets. Il y a les archétypes Maven et puis aussi depuis le Live Studio, en fait, il y a des templates de projets. D'ailleurs, on remarquera qu'en fonction des outils qu'on utilise, on n'a pas les mêmes templates à notre disposition. Sur Blade, il y a 22 templates, il y en a que 17 sous le Live Studio et dans les archétypes Maven Live, on en a 43, notamment pas mal de choses sur de JSF, etc. Donc on voit que l'écosystème sur les parties archétypes Maven est un peu plus riche. Ok, donc ça c'est du classique. Ça nous fait gagner un peu de temps, mais bon, pas des masses non plus. Alors, un autre outil, déjà cité par Bertrand tout à l'heure, qui nous fait gagner beaucoup de temps en termes de génération de code, c'est le Service Builder. Alors, j'imagine que vous connaissez tous et vous l'avez tous utilisé. Qui n'a jamais utilisé le Service Builder? Donc bon, je pense qu'on peut dire que le Service Builder, c'est
Au niveau de l'outillage, c'est un des best-sellers de Liferay. Donc le principe, c'est que dans le service.xml, on va décrire notre modèle. Et après, le service builder va nous générer notre couche de persistance. Là, la couche de persistance, elle est complètement générée, il n'y a plus rien à faire. Et sur la couche service métier, il va générer juste un squelette. Et là, il va falloir compléter nos services métiers. Donc déjà, ça nous retire une bonne épine du pied. Cependant, il reste quand même du travail. Une fois qu'on a lancé le service builder, il nous reste pas mal de choses à faire. Effectivement, typiquement, on va avoir tout un tas d'autres fichiers à renseigner, des fichiers de configuration, par exemple le portlet model int, dans lequel on va spécifier par exemple les tailles max des champs, des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va devoir spécifier dans un autre fichier après avoir lancé le service builder. Donc c'est des manipulations en plus, etc. Ça aussi, ça fait perdre du temps. Typiquement, dans l'implémentation du service, dans le squelette, il y a des choses qu'on va tout le temps faire de la même manière. Typiquement, on veut créer un objet, on va appeler le service counter de Liferay pour générer l'ID. Ça, c'est quelque chose de récurrent. On le fait systématiquement, mais ça, le service builder, il ne nous le génère pas. Donc du coup, à chaque fois, on le refait. C'est assez récurrent. Pareil, pour gérer les permissions, on va devoir déclarer dans un fichier, la resource actions default.xml, on va spécifier les différentes actions de l'entité, d'accord, sur lesquelles les permissions vont s'appliquer. Donc souvent, on retrouve les mêmes actions, add, update, etc. Donc ça aussi, c'est assez récurrent, mais c'est pas généré, il faut le faire à la main. Typiquement, on va se faire une petite classe utilitaire de check des permissions liées à cette entité-là qui va wrapper le permission checker de base, etc. Si on veut pouvoir faire des recherches sur nos entités générées par le service builder, on va aussi créer un indexeur. Et pareil, là, on va dedans indexer dans l'UCN les différents champs, etc. Et ça reste encore des choses assez mécaniques. On le rencontre souvent, et pourtant, à chaque fois, on doit refaire ça à la main. Et donc ça, on est encore dans la couche service, entre guillemets, mais je vous ai gardé le meilleur pour la fin, c'est qu'au-dessus de ça, évidemment, nos entités, on va avoir envie de les administrer, browser, faire des recherches, éditer, ajouter une nouvelle entrée. Et bien ça, on veut une IHM pour le faire. Typiquement, une IHM d'administration CRUD classique, le service builder ne va pas nous le gérer. Donc, on va faire ça à la main, on va recréer la portlet, etc. et tout. Et ça aussi, c'est du code qui n'a pas forcément beaucoup de valeur ajoutée, qui est assez trivial, mais qui prend du temps et qui peut être potentiellement générateur d'erreurs, etc., etc. Donc, on voit bien que Liferay, c'est cool, ça nous offre le service builder, c'est bien, mais on sent bien qu'on aimerait bien aller à l'étape d'au-dessus. Eh bien, votre rêve devient réalité. Enfin, il l'était déjà, mais vous ne le saviez pas encore. Donc, il y a quand même de l'espoir avec, en fait, XML Portlet Factory, qui est en fait un outil en ligne de commande qui va vous prendre un fichier descripteur XML unique en entrée, dans lequel vous allez rentrer, en fait, tous les éléments du modèle, un peu comme une service builder, sauf que vous allez rentrer des informations supplémentaires en plus, et à partir de ça, l'outil en ligne de commande va prendre ce XML et va vous générer vos modules OSGI complets, en mode prêt à l'emploi. C'est-à-dire que vous avez l'interface d'administration, etc. Tout est généré. Donc, vous allez avoir 3 modules, le module API, service et web, de manière classique. Voilà. Alors, les vétérans qui sont ici me diront, mais j'ai déjà entendu parler de ce XML Portlet Factory. Ça vient du passé, c'est un zombie façon Walking Dead. Eh bien oui, c'est un petit peu ça. Parce qu'en fait, le XML Portlet Factory, c'est un vieux projet open source de la communauté Liferay. C'était créé par Jack Ryder en 2009. Donc c'était du Liferay 6.0 à l'époque. Il l'a porté au fur et à mesure des nouvelles versions de Liferay. Et il a pas mal passé la main à Juan Gonzalez, qui en 2014 a fait le portage pour Liferay 6.2. C'était la version 3 de XML Portlet Factory. Et donc personnellement, moi, le mois dernier, voire les semaines dernières, bon, la bêta date d'il y a 2 jours, donc vous voyez, c'est encore tout frais. J'ai fait le portage vers en fait Liferay 7, ce qui fait que maintenant ça génère des modules OSGI et c'est intégré proprement en fait avec l'UI de Liferay 7. Donc voilà, donc c'est un exemple de projet européen puisque Jack est allemand, Juan est espagnol et je suis français, donc bon, c'est la construction européenne façon Liferay, façon communauté Liferay. Ok, donc rentrons un peu dans le concret en fait. Donc vous avez votre fichier XML dans lequel vous allez définir votre modèle. Donc alors vous allez voir la syntaxe est pas forcément hyper naturelle. Donc là pour cette première version bêta sortie, j'ai repris la même syntaxe que l'outil original de 2009, mais dès la bêta 2, je vais modifier la syntaxe pour avoir quelque chose d'un peu plus naturel et sympathique.
Donc vous allez définir le nom de votre entité, donc la public event. Là, je prends l'exemple d'une application qui gérerait en fait des événements, un event manager, donc des événements comme celui-ci, par exemple, le Liferay Symposium. Donc je définis mon entité public event, je vais rajouter après des champs dessus, il y aura un ID, il y aura un nom, il y aura aussi un lieu, etc. Donc je ne parcours pas tout le fichier XML. Donc une fois que j'ai renseigné tout ce qu'il faut dans mon fichier, je vais lancer XMLPF. Donc pour ça, donc la commande c'est java-jar, le jar de XMLPF. Je mets en entrée évidemment mon fichier XML et je vais donner comme deuxième argument en fait le répertoire module de mon workspace Liferay dans lequel je veux que les modules SGI soient générés. À partir de là, de cette ligne de commande là, ils sont générés. Alors, il y a un petit truc à faire en plus, c'est que vu que ça génère aussi le Gradle wrapper, etc. sur les projets, par défaut il n'y a pas les permissions d'exécution dessus, donc il y a un petit chmod à faire. Bon. Dans une version future, ce serait sûrement fait automatiquement, mais bon, pour l'instant, il faut le faire manuellement. Et une fois que c'est fait, il faut quand même relancer derrière le service builder. Donc pour ça, c'est simple, un petit Gradle build service et c'est parti. Et à partir de là, dans votre IDE, si vous voyez sur la partie de droite, vous avez vos projets qui sont générés. Donc il y a le projet parent, Events Manager, le projet d'API, Events Manager API, Events Manager Service et Events Manager Web. Vous avez vos 3 modules SGI qui sont générés et dedans, il y a tout ce qu'il faut. Là, c'est prêt à l'emploi, il n'y a pas une ligne de code à écrire en plus. En tout cas, pour avoir un CRUD de base. Après, évidemment, on verra ça un peu plus tard. L'idée, c'est d'écrire des services métiers à valeur ajoutée, etc. Mais en tout cas, pour toutes les opérations CRUD de base, tout est là. Donc, il n'y a plus qu'à déployer. Un coup de blade deploy et c'est parti. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez du coup retrouver dans le contrôle panel une section du coup événements. Donc, vous remarquerez qu'en fait, vous retrouvez la même UX lexicon que pour tous les autres portlets de Liferay, parce qu'en fait, ça s'appuie en fait sur la tagline native de Liferay. Donc, vous retrouvez la même présentation. Hein. Le volet droit, c'est bien l'écran de la portlet événement, et notamment le petit bouton en bas à droite qui vous permet d'ajouter une nouvelle entité. Donc si vous cliquez dessus, vous avez un formulaire. Du coup, ça fait partie de ce qui a été généré. Hein. Vous n'avez rien codé. Vous avez juste rempli votre fichier XML. Tout ça, c'est généré. C'est gratuit, c'est cadeau. Voilà. Et à partir de là, vous pouvez créer différentes entités. Donc là, j'ai créé différentes entités depuis l'interface d'admin CRUD. Donc 3 événements. Liferay France Symposium 2017, Liferay Community Meetup, Liferay DEFCON 2017. Donc vous avez, il y a différentes caractéristiques. Donc il y a le lieu, il y a ce qui est gratuit ou pas. Donc vous voyez une petite coche pour le Liferay Community Meetup de ce soir. Voilà, allez-y, c'est gratuit. Donc il y a une petite coche, c'est bien indiqué. Donc là, si on regarde sur le formulaire, on pouvait le choisir là. Hop, tac. Donc vous avez les fonctionnalités de base. À partir de là, évidemment, vous avez un menu contextuel sur chacune des entités. Vous pouvez accéder, vous pouvez l'éditer, la supprimer, accéder aux permissions. Il y a possibilité de faire des tris en fait sur les entrées. Donc ça c'est pratique. Donc, vous remarquerez d'ailleurs que c'est pas les libellés, c'est directement les noms des champs. C'est là qu'on voit que c'est de la bêta. Et vous pouvez aussi faire une recherche. Donc j'ai tapé Dauphine dans la barre de recherche et il y a juste, du coup, Liferay France Symposium qui remonte parce que dans le lieu, il y avait pavillon Dauphine. Donc tout ça a été complètement généré en suivant les conventions de codage Liferay et du coup, là, vous gagnez quand même pas mal de temps. Alors, quels usages en pratique pour XMLPF ? Alors, ce dont il faut être bien conscient, c'est que c'est du generate and forget. C'est-à-dire que contrairement à Service Builder, vous allez refaire des générations, ça va préserver votre code. Là, une fois que vous avez fait votre génération initiale, c'est un peu comme un archetype. Après, vous ne touchez plus, parce que sinon, si vous générez en fait vos modules avec XMLPF et que vous faites des modifs manuels dessus, si vous relancez une génération, vous écrasez tout. Donc en fait, c'est vraiment juste pour initialiser le projet. D'accord ? Mais bon, c'est déjà quand même pas mal. Et il faut garder aussi à l'esprit que vous avez la liberté de ne pas garder forcément tout le code généré. Typiquement, si chez vous, le framework que vous aimez utiliser pour les interfaces utilisateurs, c'est JSF, vous pouvez comme utiliser XMLPF. Alors, ah oui, parce que XMLPF, ça génère du portlet MVC. Hein. En termes de framework, oui, c'est du portlet MVC. Mais si vous voulez utiliser du JSF, rien ne vous interdit d'utiliser comme XMLPF, de générer toutes les couches services intermédiaires, et puis lui, vous jetez portlet MVC qui est généré, et puis vous refaites la vôtre. Vous gagnez au moins un petit peu de temps sur les composants de service un petit peu triviaux que vous faisiez à la main d'habitude. Donc voilà. Alors, la suite pour XMLPF, qu'est-ce que c'est ? Donc je fais une petite roadmap. Donc là, ce qui est disponible, c'est la V4 Beta
L'idée, c'est que d'ici juillet, c'est de sortir une bêta 2, dans laquelle justement il y aura un format XML amélioré, un peu plus naturel. Travailler sur la qualité du code généré, parce que je ne vais pas vous mentir, je suis reparti en plus du code qui était de la version précédente, qui était déjà du code migré puis l'iFrame 6, quoi. Donc évidemment, je fais toutes les adaptations nécessaires, mais bon, c'est quand même pas joli pour l'instant. Mais ça fonctionne bien quand même. Et donc l'idée, c'est d'améliorer cette qualité de code généré, puisque une des finalités d'XMLPF, c'est aussi que vous puissiez reprendre la main derrière sur le code. Donc si le code généré initialement, il n'est pas de qualité suffisante, ça perd un peu de son intérêt. Et puis aussi fournir de la documentation, parce que pour l'instant, la doc, c'est à peu près les slides que vous venez de voir. Donc forcément, ça reste assez succinct. Donc 17 septembre, j'utilise la bêta 3, et l'idée, c'est de porter des fonctionnalités qui étaient présentes dans la V3 d'XMLPF, mais que pour l'instant, je n'ai pas encore porté dans la V4 pour l'iFrame 7. Notamment, il y avait la possibilité sur XMLPF V3 de spécifier qu'une entité devait être aussi un asset. Donc, on bénéficie après de tout ce qu'il y a sur les assets, donc les tags, les catégories. Et ça veut dire que dans l'IHM, vous avez directement l'interface pour pouvoir ajouter des tags et des catégories sur vos entités, automatiquement générées. Pareil, spécifier qu'on veut loguer dans les social activities les opérations qui sont faites en fait sur les entités. Et puis il y avait aussi l'export Excel, quelque chose qui est assez pratique, plus un certain nombre d'autres petites fonctionnalités. Donc l'idée, c'est de porter en V4 ces fonctionnalités qui étaient disponibles en V3. Et l'idée, c'est d'avoir une version 4 vraiment stable et définitive d'ici novembre, en prenant en compte éventuellement des bugs que vous pourriez me remonter ou des feedbacks. J'en suis bien sûr très preneur. Et un objectif à plus long terme, potentiellement, c'est de proposer, plutôt vers 2018, une génération personnalisable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez changer les templates, c'est pas facile, c'est pas fait pour. L'idée, c'est d'offrir un mécanisme pour que vous puissiez modifier, amender facilement les templates de génération pour que le code ressemble à ce que vous souhaitez ou vous puissiez faire des modifications. Donc pour ça, l'idée, c'est de retirer un maximum de la logique des templates pour qu'ils soient épurés et de diviser en des templates les plus petits possibles et de mettre en place des mécanismes qui vous permettraient d'overrider les templates de génération. Comme ça, au-delà même de ce que peut faire de base XMLPF, ça vous permettrait assez facilement de l'étendre vous-même pour des besoins un peu plus spécifiques. Mais bon, là, ça, c'est déjà du 2018, donc c'est... J'ai envie de dire, ouais, bon, on ne sait pas ce qu'on fera en 2018, mais bon. En tout cas, c'est la roadmap fixée. Bon, voilà. Donc, si vous voulez devenir un bêta tester, n'hésitez pas. Je vous ai mis la petite URL. Donc, pour l'instant, le zip est téléchargeable sur mon repo, qui est un fork en fait du repo originel de XML Portrait Factory. Juan, qui est mainteneur sur le projet, est en train de faire la review de ma pull request. Donc, ce serait bientôt sur le repo de base d'XML Portrait Factory. Mais là, déjà, sur mon repo fork, vous avez la version bêta 1 qui est testable. Donc, ceci étant dit, deuxième problématique, la problématique des pertes de temps sur le poste de dev, tous ces temps d'attente qu'on connaît tous tout au long de notre journée, puisque un développeur, en fait, sa journée elle est ponctuée de micro-interruptions. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour gérer ces micro-interruptions? On va voir. Alors déjà, c'est quoi ces micro-interruptions? C'est potentiellement démarrage du serveur local. Alors vous allez me dire, dans le monde idéal, le serveur, on le démarre une fois par jour et c'est tout, c'est pas grave, etc. Bon, ça c'est dans un monde idéal parce que bon, on peut potentiellement avoir des problèmes qui font qu'on est amené à le redémarrer. Surtout, on peut aussi travailler avec l'environnement ext, ça arrive. Donc ça, c'était en 6.2. Mais attention, annonce clash, l'environnement ext n'est pas vraiment mort. Vous pouvez avoir besoin d'en faire en l'iFrame 7. Sauf qu'en l'iFrame 7... Ah. Ok. Ah, je pensais que c'était pas l'environnement ext, ça fait pas à tout le monde ça. Donc du coup, je me suis dit... j'ai dit ext, on est passé en mode panic room, quoi. Donc... Ah, ok. Donc officiellement, ext n'existe plus, mais enfin, même s'il n'y a plus d'archétype ext, etc. en 7, vous pouvez avoir besoin, pour surcharger certains bins du corps de l'iFrame, en fait, de faire quelque chose qui est similaire à du ext, même s'il faut évidemment l'éviter, mais quand on a un besoin, on a un besoin. Donc entre faire du ext de contrebande ou dire non à son client, souvent, on fait du ext de contrebande. Bon, ça se passe comme ça en général. Donc voilà, donc évidemment, il y a les builds du projet, donc ça, on en fait toute la journée.
déploiement sur le serveur requête. Et il ne faut pas aussi négliger le coût de la première requête, parce que cache vide, compilation de JSP, tout ça, des fois, une fois qu'on a déployé, c'est au moment où on tape l'URL qu'on a encore un peu de temps d'attente. Donc en fait, à tous les étages, on a le droit à un petit peu d'attente. Bon, alors, première petite... petit conseil, bon, c'est un peu enfoncer des portes ouvertes, mais il faut quand même le rappeler. Sur le poste local, le roi, c'est Tomcat. Il faut travailler en local avec Tomcat. Parce que si vous commencez à travailler avec vos serveurs de prod type JBoss, WebLogic Portal, WebSphere, etc., sur le poste en local, vu comment c'est consommateur en ressources, ces serveurs-là, vous allez vite en fait, plomber en fait, votre productivité. Donc l'idée, c'est de faire cet effort, d'avoir en fait un Tomcat en local, et surtout, du coup, pour pouvoir travailler sur un Tomcat en local, il faut faire un effort pour limiter les adhérences aux serveurs, au type de serveur de prod. Donc des fois, il y a des dépendances qui sont artificielles et inutiles, donc il faut y faire la chasse. Et quand il y a vraiment une dépendance qui est absolument nécessaire, bah, du coup, il faut prévoir un système de mock pour pouvoir quand même travailler en local avec Tomcat. Alors, ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir un WebSphere ou un WebLogic en local. C'est juste que faut le démarrer le moins souvent possible. C'est-à-dire que dans 90% du temps, vous travaillez avec votre Tomcat et dans les quelques rares cas où vous devez vraiment reproduire des choses spécifiques à votre environnement, à vos autres environnements en local, là, vous démarrez votre gros serveur d'application en local. Mais l'idée, c'est de pouvoir pendant un maximum de son temps de dev, travailler sur du Tomcat. Alors après, il y a le problématique de la durée des déploiements. Donc, si je prends par exemple l'exemple de l'application Jukebox, qui est une application open source qui est souvent utilisée par les équipes Liferay dans les ateliers, dans les symposiums, etc., comme démo, et qui est utilisée pour, par exemple, montrer comment on fait une migration de Liferay 6.2 à Liferay 7. Cette application Jukebox, par exemple, si je la déploie avec Blade, donc sans Raymond Gradle, ça me prend quand même... c'est déploiement au sens large, quoi. Enfin, c'est compilation, etc. Donc un build complet, en fait. Un build complet, c'est presque 20 secondes. Alors après, on voit bien aussi qu'on gagne quand même du temps si on installe le démon Gradle. Donc vous savez, vous avez remarqué, quand vous lancez le build, vous avez peut-être un message qui vous indique que vous pourriez gagner du temps en installant un démon Gradle. Bah, c'est pas du pipeau, c'est vrai. Là, vous gagnez quand même vous gagnez 5 secondes, donc ça vaut le coup de le faire. Ça prend à peu près 1 minute de faire une modif d'un fichier de conf. Et du coup, les builds suivants sont beaucoup plus rapides. Après l'installation du bundle en lui-même, dans le conteneur OSGI, moi, ça me prend sur mon poste, en tout cas, jusqu'à 3,2 secondes. Ce qui est pas négligeable. Surtout si vous êtes dans une approche des SCRA, dans votre phase de dev, où vous tapez 2-3 lignes de code, vous les testez aussitôt, etc. à chaque fois et tout, bah, du coup, ça peut vite être pénalisant d'un point de vue de la productivité. Donc, alors, pour ça, il y a une solution qui est bien connue dans le monde Java, qui n'est pas spécifique en fait à Liferay. En fait, c'est JRebel qui peut venir à la rescousse. Donc le principe de JRebel, c'est que c'est un agent que vous allez insérer sur votre JVM et qui va en fait, quand vous faites une modification sur une classe Java dans le workspace, il va la reporter directement sur le serveur, de manière transparente, du coup, composant par composant. Et du coup, là, il n'y a pas de redéploiement à faire. Vous faites juste un refresh sur votre page et vous bénéficiez des modifications, même si c'est une modification qui est faite dans une page Java, etc. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ceci dit, il y a quand même un petit inconvénient, c'est que évidemment, c'est de la haute technologie, donc c'est payant. Donc, mais bon, après, tout est relatif, parce que c'est payant au prix d'une licence qui, à l'année, ça revient moins cher que l'équivalent d'un jour homme de dev, quoi. Donc, JRebel, ça peut largement vous faire gagner quand même un jour de productivité sur l'ensemble de l'année, donc ça peut être un bon investissement. Alors après, je mets quand même un bémol parce qu'il y a certains contextes projets dans lesquels JRebel peut être pas très utile ou un peu contre-productif. Moi, je l'avais par exemple utilisé sur un projet en Liferay 6.2 où il y avait beaucoup de libs qui étaient en fait partagés entre plein d'applications web, et donc du coup, quand on fait une modif dans la lib, JRebel, il allait modifier la lib là où elle était déployée dans les 20 ou 30 applications web, et du coup, là, il ramait pas mal. Donc, il y a certaines configurations dans lesquelles JRebel n'est pas forcément recommandé, mais en général, c'est quand même assez pratique. Donc, ce que je vous conseille, vu qu'il y a une version d'essai, c'est de l'essayer sur votre projet, voir si ça vous permet vraiment de gagner de la productivité, et dans ce cas-là, du coup, peut-être prendre des licences. Ceci dit, si vous n'avez pas la possibilité de prendre de licence JRebel, il y a d'autres possibilités. En tout cas,
pour certains types de ressources, parce que JRebel gère le Java, mais il va aussi, via un fichier de configuration, gérer les ressources statiques. Et comme l'a dit si bien Bertrand tout à l'heure, de plus en plus, le dev se fait du côté du JavaScript, du CSS, etc. Enfin, du JavaScript surtout. Donc pour ça, il y a peut-être d'autres solutions, car comme l'a dit un développeur pressé, qui pourrait être Bertrand tout à l'heure, justement, le plus rapide, c'est de ne pas déployer, effectivement. Et donc là, ça paraît un peu pas très réaliste au premier abord, mais en fait, il y a moyen de faire quelque chose, justement, pour tout ce qui est JS, CSS et images. On peut se débrouiller pour avoir, en fait, des ressources statiques à jour sans déployer du tout. Donc c'est un peu le même principe qu'évoqué tout à l'heure par Bertrand, mais avec un autre outil, et pas restreint forcément que Ember, mais qui est applicable, en fait, avec n'importe quelle ressource statique, et donc n'importe quel framework JavaScript. L'idée, c'est d'utiliser un outil qui s'appelle Charles Proxy. Qui a déjà entendu parler de Charles Proxy? Bon, bah du coup, c'est une intervention utile parce que c'est un outil dont je pense qu'on fait dès qu'on travaille avec HTTP, on ne peut pas s'en passer, quoi. Donc Charles Proxy, donc, comme son nom l'indique, c'est un proxy que vous allez pouvoir configurer à différents niveaux, notamment au niveau de votre navigateur. Et surtout, il y a une fonctionnalité qui est hyper utile dans Charles Proxy, c'est la fonctionnalité map local. En fait, ça vous permet de définir des règles pour rerouter certaines requêtes du navigateur vers des fichiers locaux. Donc vous pouvez très bien dire toutes les requêtes sur localhost qui se finissent par .js, faut que cette requête-là soit interceptée et qu'elle soit en fait redirigée vers un répertoire en local sur le poste. Ce qui fait que du coup, même si les ressources JS ne sont pas directement sur le serveur d'application, c'est au niveau du proxy, Charles, il va rerouter vers les ressources statiques qui sont dans le répertoire local. Et du coup, il n'y a pas besoin de redéployer. C'est-à-dire que vous modifiez dans votre workspace directement le fichier JS, et vous faites un refresh. Ce qui va se passer, c'est que quand le navigateur en fait, va faire un appel pour récupérer le JS, et ben en fait, via le proxy configuré au niveau du navigateur, c'est Charles Proxy qui va prendre la main et qui va renvoyer à la place du fichier qui est hébergé sur le serveur d'application, il va renvoyer le fichier qui est en local. D'accord ? Donc, c'est encore plus. Donc ça, c'est pratique beaucoup pour les ressources statiques. Et du coup, si vous faites des single page applications avec Angular, React ou Ember, justement, alors là, c'est vraiment génial parce que comme tout votre code applicatif est dans le JS, du coup, vous n'avez plus jamais besoin de déployer, quoi. Ou très rarement, en tout cas. Alors, ça, j'ai envie de dire, ça, c'est juste le premier effet qui se coule, parce que le deuxième effet qui se coule, c'est qu'en définitive, vous n'êtes pas obligé de mapper uniquement des requêtes localhost. Donc, ça veut dire qu'en pratique, vous pouvez mapper vos ressources statiques locales vers, en interaction avec n'importe quel environnement. Donc ça veut dire que potentiellement, vous pouvez aller sur le serveur même de production et indiquer au Charles Proxy que les fichiers JS, en fait, ce qu'il faut charger, c'est les fichiers JS que vous avez en local. Donc typiquement, vous avez un bug qui nécessite de faire des modifs sur du CSS, alors ça va aussi avec le CSS, sur du CSS ou du JS. Et en fait, c'est parce qu'il y a des textes trop longs, où il y a beaucoup de données d'une table affichées à l'écran, des choses comme ça. Et du coup, reproduire les mêmes conditions de test sur d'autres environnements, c'est compliqué. Eh ben, il n'y a pas de problème. Là, vous pouvez tester directement en prod avec vos fichiers JS local, sans rien déployer sur la prod. Mais dans votre navigateur, vous attaquez le serveur de prod, mais les fichiers JS, c'est ceux qui sont en local. Donc, c'est super pratique. Donc là, ça peut faire gagner beaucoup de temps. De la même manière, si vous avez des ressources, des développeurs pur front, justement, qui ne veulent pas avoir de liferay sur leur poste ou qui ne veulent pas le démarrer sur le poste, c'est peut être aussi très pratique parce qu'ils peuvent très bien donc, avoir les fichiers JS en local et faire pointer avec Charles Proxy. Ils peuvent du coup se connecter à un serveur de qualification, serveur de recettes, de test, appelez ça comme vous voulez, un serveur distant qui n'est pas sur leur machine et configurer Charles Proxy pour intercepter les requêtes et pointer vers le JS local. Du coup, ça leur permet de développer sans avoir de liferay en local. Donc, tout ça pour dire que Charles Proxy, c'est vraiment un outil complètement incontournable et que, d'ailleurs, que vous fassiez du liferay ou pas, à partir du moment où vous travaillez avec du web et même avec du HTTP, Charles Proxy, c'est quelque chose que vous devez avoir dans votre toolbox. Il faut le connaître, il faut savoir l'utiliser et connaître toutes ses fonctionnalités. Sachant que là, on a vu qu'une petite partie de ce qui est possible de faire, donc c'était orienté développement, mais après, il y a plein de choses
possible en termes de sniffing, de requêtage TCP, etc. Notamment si vous faites des appels de web service, de serveur à serveur, on peut aussi configurer du shell proxy, et c'est super pratique. Donc voilà, pour shell proxy. Dernier petit outil intéressant, la LifeRay Tool. Donc ça, c'est assez pratique. Ça vous permet d'avoir une synchronisation automatique entre des fichiers, donc des fichiers de template ou de structure de web content LifeRay que vous avez en local, donc typiquement dans un repo Git local, et le serveur. Ce qui fait que typiquement, si vous stockez vos templates et vos structures dans un repo Git, ce qui est quand même pas mal pour suivre les évolutions que vous faites dessus, et ben vous lancez ce petit outil-là, automatiquement, quand vous faites un pull en local, et ben si cet outil-là tourne en mode watch, il va automatiquement faire les modifs dans le serveur LifeRay pour les mettre à jour. Donc ça, c'est vraiment bien sympa. Et du coup, vous les éditez directement avec votre éditeur de texte, etc. Pas besoin d'éditer dans le back-office LifeRay. Donc là, donc ça vend du rêve. Bon, par contre, il y a quand même de petits inconvénients. C'est que cet outil, pour l'instant, n'est compatible qu'en LifeRay 6.2. Et il y a des contraintes aussi pas mal sur le match des structures et des templates qui le rendent un peu rigide. Et la plus grosse mauvaise nouvelle, c'est que l'auteur de cet outil ne fait plus de LifeRay. Donc il ne va pas le faire évoluer. Mais bon, on va bien trouver quelqu'un dans cette salle, dans cette communauté, pour le faire évoluer quand même. Des volontaires? Ah, j'ai trouvé quelqu'un. Tu peux décliner ton identité, jeune homme? Voilà. Donc, alors pour finir, un peu de mise en perspective. Donc demain, quand vous allez sortir du LifeRay Symposium, avec des étoiles plein les yeux, vous allez peut-être utiliser certains des outils que je vous ai présentés, mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est de poursuivre la quête de l'efficience. C'est un combat du quotidien, et surtout, il ne faut pas vivre les obstacles de l'efficience comme ça, comme une fatalité. Il ne faut pas être dans une approche où on se dit, bah oui, bah ça c'est lent, ça nous fait perdre du temps, etc. Il faut aller chercher des nouveaux outils, des nouvelles pratiques. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Et surtout, il faut les partager. Donc je suis sûr qu'en plus vous avez déjà plein de super outils, plein de super pratiques dans vos armoires et que vous les gardez juste chez vous et qu'on aimerait trop les voir dans les blogs de LifeRay. C'est ouvert à tout le monde, les blogs de LifeRay. Vous pouvez écrire des posts, on aimerait aussi trop les voir pendant les meet-ups, etc. Donc on vous attend. Voilà. Donc merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et surtout, si vous avez d'autres pratiques à proposer ou des retours d'expérience, la séance de questions-réponses, ça peut être aussi l'occasion d'en parler. Et sur cette adresse-là, vous retrouverez tous les slides également.